de ce début par petits pas. D'abord pour vous dire bonjour à tous, pour vous remercier d'avoir de participer à cette formation. Et j'ai souhaité, avec la collaboration de mon équipe, mettre en place la première formation à la méthode d'Envers en Île-de-France. Et on est très heureux d'accueillir Elisabeth Fulton qui vient d'Australie et Rachel Ritman qui vient de Canada. Elisabeth Fulton qui commencera après mon introduction sur la neurobiologie du développement cérébral par les origines et les principes de l'SDM, et Rachel Ritman interviendra sur l'évaluation des compétences sous le curriculum. Voilà. Donc sans tarder, je vais commencer par vous présenter quelques éléments sur la neurobiologie du développement cérébral et pourquoi il est si important d'intervenir précocement dans le cadre des jeunes enfants avec autisme pour leur donner le plus de chances possible d'avoir un développement, une trajectoire développementale plus adaptée. Alors, j'ai une dernière chose que j'ai oublié de vous signaler, qui me semble importante. Nous avons souhaité que cette formation soit ouverte aux professionnels et aux parents. Et c'est une raison importante à partir du moment où la méthode d'Envers, comme la plupart des méthodes qui visent à une prise en charge intégrée, complète des enfants avec autisme, nécessite une collaboration étroite entre les professionnels et les parents pour un travail complémentaire et une multiplication des efforts et des stratégies à mettre en place pour les enfants avec autisme. Je vais juste vous rappeler quelques éléments sur les troubles du spectre de l'autisme. D'autant plus que ces dernières années, il y a eu un certain nombre de changements concernant les classifications. Et je vais juste vous rappeler que dans la dernière version du DSM, qui est la référence pour les classifications internationales des troubles de l'enfance, que l'autisme est considéré comme un trouble neurodéveloppemental qui commence précocement. C'est marqué avant 3 ans, mais les études nous montrent que c'est un début très précoce, avec une histoire bien avant la naissance, et qui se caractérise par 2 piliers symptomatiques. Un premier, qui est un déficit persistant dans la communication et l'interaction sociale. Et un deuxième pilier, qui est un ensemble de répertoires de comportements, d'intérêts et d'activités restreints et répétitifs. Alors, dans les classifications précédentes, les difficultés, les déficits dans la communication sociale et l'interaction sociale étaient séparés. L'expérience clinique et les études nous montrent que ces 2 dimensions sont étroitement reliées, et pour cette raison, elles ont été associées dans la nouvelle classification. Elles impliquent un déficit dans la réciprocité socio-émotionnelle, avec un faible partage des émotions, des affects, des intérêts, avec une difficulté à maintenir une réciprocité conversationnelle, mais bien avant une réciprocité dans l'interaction, avec une difficulté à initier, à maintenir les interactions sociales. Un deuxième point, pilier, c'est le déficit dans les comportements, la communication sociale, verbale et non verbale, nécessaire pour réguler l'interaction sociale. Donc avec une faible intégration entre tout ce qui est communication verbale et non verbale, l'absence d'utilisation d'un certain nombre de codes de la communication non verbale, comme le contact oculaire, le sourire social, le langage communicationnel et les gestes communicatifs qui accompagnent la communication et la réciprocité, avec une pauvreté des expressions faciales qui est un élément
qui compliquent, qui entravent la communication et la réciprocité. Et puis un troisième point, qui est un déficit dans le développement, le maintien et la compréhension de relations sociales, avec toutes les difficultés d'ajustement aux contextes sociaux, la difficulté à développer des jeux imaginatifs, à se faire des amis, à montrer un intérêt pour les autres enfants. Ces éléments évidemment changent en fonction de l'âge de l'enfant, avec une variété de symptômes qui changent au fur et à mesure du développement et de l'enfant. Le deuxième grand pilier, c'est celui de tous les comportements répétitifs, les intérêts, les activités restreintes et répétitives, dont on peut pointer les stéréotypies motrices et l'utilisation d'objets d'une façon stéréotypée et répétitive, et aussi le langage qui peut prendre une qualité répétitive, stéréotypée et collalique qui ne rentre pas dans la communication. Toute la dimension du maintien de l'immuabilité, de l'insistance sur la similitude, l'adhésion à des routines inflexibles, à des schémas ritualisés, qui s'opposent à tout changement, même minime dans l'environnement, dans la gestion de transition, avec des réactions catastrophiques face à des changements minimes dans ces routines et ces schémas habituels. Tous les intérêts restreints qui sont inhabituels en termes d'intensité, de qualité, de focalisation, qui sont souvent très circonscrits, répétitifs, inhabituels et non inscrits dans la communication sociale. Et puis une dernière dimension qui va prendre de plus en plus de place dans les nouvelles classifications, c'est tout ce qui est lié à la spécificité de la sensorialité, aux aspects sensoriels et aux particularités dans la gestion sensorielle que ces personnes vont avoir vis-à-vis des textures, des sons, du toucher, des lumières, et qui vont, surtout dans les premières périodes de la vie, être des indicateurs importants de risque autistique bien avant que le diagnostic soit clairement défini. Les changements introduits par le DSM-5 sont importants, et je voudrais juste vous en signaler trois. D'abord, la notion de spectre, qui a essayé de pointer l'importance de la nature dimensionnelle des éléments cardinaux du trouble, notamment de ces deux axes qui ont été redéfinis. Un deuxième point important, la notion de specifier, c'est-à-dire pointer l'hétérogénéité clinique qui implique un niveau langagé différent, entre absence de langage, un langage très développé, bien que non inscrit dans la communication, un niveau intellectuel variable entre un retard sévère et des capacités intellectuelles normales ou voire plus que la moyenne des enfants, des modalités de début différenciées, des comorbidités somatiques complexes et des comorbidités psychiatriques importantes, que ce soit l'hyperactivité, l'anxiété, les troubles de l'humeur, qui vont poser des problèmes majeurs dans l'adaptation de ces enfants et de ces personnes dans la vie de relation et dans la vie dans le domaine de leur intégration sociale. Ce qui permet de pointer un troisième aspect, l'importance de l'orientation de la nouvelle classification vers la notion de handicap psychique, avec une définition de sévérité qui est orientée sur la nécessité